Cancer du rein Canada s'efforce de financer et de promouvoir la recherche de pointe. C'est pourquoi nous sommes associés au réseau de recherche sur le cancer du rein du Canada, qui a été fondé il y a 12 ans par Dr. Michael Jewett et le Dr. Simon Tanguay, avec la collaboration des fondateurs de Cancer du rein Canada, Tony Clark et Deb Maskins. Ces bourses et fonds de recherche sont rendus possibles grâce à vos dons et celles de la Fondation Warren J. Soper. Une portion de ces dons est aussi doublée par le programme de bourse de la Fondation de l'Association des urologues du Canada. Hélène, toi, tu as eu le privilège de représenter la voix du patient sur le panel de recherche cette année. Oui, effectivement, à 2 reprises cette année, on m'a demandé d'être sur un comité de sélection, dont un, ma Dr. Turcotte a été présente, pour l'attribution de la bourse de recherche. J'étais là pas seulement à titre de membre du Conseil de Cancer du rein Canada, mais aussi pour, comme patiente, pour représenter les intérêts des patients atteints de cancer de rein. Dans un premier temps, c'était au printemps, puis c'était pour l'attribution de 2 bourses de 50 000 du réseau de recherche sur le cancer du rein et de l'Association des urologues du Canada, avec une bourse d'études. Dans un deuxième temps, c'était il y a quelques semaines, c'était 2 bourses de recherche encore de 50 000 qui provenaient de dons faits à Cancer du rein Canada par la Fondation Warren J. Soper. Dans chaque processus de sélection, on avait 8 applications à évaluer. J'ai pris le processus bien au sérieux, même si je n'avais pas toutes les connaissances scientifiques et médicales des autres sur le panel. J'ai quand même senti que chacun considérait mon opinion quant à l'intérêt des patients, comment ces projets-là pouvaient nous aider, c'était quoi l'intérêt pour nous les patients dans ces projets-là. Ça me donne beaucoup d'espoir de voir ces projets de recherche-là qui sont en cours. Ça rapproche de notre but de trouver enfin un remède contre le cancer du rein. Merci Hélène. Alors maintenant, on accueille Dr. Sandra Turcotte, Dr. Bertrand Routy et Dr. Patrick Richard qui vont nous présenter leur projet de recherche. Alors, je vais commencer par vous, Dr. Patrick Richard. Vous êtes urologue au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, professeur adjoint et clinicien-chercheur à l'Université de Sherbrooke. Vous êtes détenteur de plusieurs bourses, notamment en cancer du rein. Alors, je vais vous donner accès, vous avez des diapos à partager. Un instant, je ne savais pas que j'avais mon écran qui était partagé. Excusez-moi pour ça. Que vous arrivez à voir bien mon écran? Oui, absolument. D'abord, je vais juste vous remercier de l'invitation. Je pense que c'est super comme forum d'encourager la discussion avec les patients, mais aussi nous donner l'opportunité de présenter nos différents projets de recherche. Je pensais que c'était une bonne opportunité de présenter un de mes projets de recherche qui me tient à cœur, qui est une étude sur les valeurs et préférences des patients atteints d'une petite masse rénale. Je vous apprends probablement rien, mais malheureusement, le cancer du rein est un cancer assez prévalent. On dit qu'environ 7200 Canadiens vont être diagnostiqués avec un cancer du rein en 2021. Puis ce chiffre-là sous-estime probablement la réalité parce que beaucoup de nos patients avec une petite masse rénale vont être traités de façon conservateur, puis on n'aura donc pas une histologie pour confirmer que c'est réellement un cancer. Il existe 3 façons qui sont bien acceptées, bien reconnues de traiter les petites masses rénales, qui sont des masses solides en bas de 4 cm. On parle d'une chirurgie, une néphrectomie où on enlève la masse. On parle de l'ablation thermique où on va geler ou encore brûler la tumeur pour la dénaturer puis ainsi tuer le cancer. Ou encore la surveillance active où on va surveiller la masse jusqu'à ce qu'il y ait progression au moment où laquelle on va proposer un traitement. Malheureusement, il n'y a pas de données qui nous démontrent qu'un traitement est mieux que l'autre.
Puis puis en plus de ça, on n'a actuellement aucune donnée sur les valeurs et préférences du patient pour voir quel traitement devrait être favorisé dans quel contexte. Puis pourquoi est-ce que ça, c'est important? Mais malheureusement, comme on n'a pas de données, les panels d'experts doivent se baser sur les évidences actuelles pour favoriser un traitement plus que l'autre. Puis comme on n'a pas de données sur les valeurs et préférences des patients, les panels d'experts qui font les recommandations doivent se baser soit sur leurs propres valeurs et préférences, ou encore ils doivent estimer les valeurs et préférences des patients, une estimation qui peut varier grandement de la réalité. Comme par exemple, si on fait une méta-analyse qui démontre un avantage au niveau de la survie de 2% à 5 ans si on fait une néphrectomie, le panel d'experts peut juger que ça vaut la peine d'effectuer une chirurgie à tout le monde basée sur cet avantage-là. Mais quand on prend en compte les valeurs et préférences du patient, ça se peut bien que ce 2%-là justifie pas un traitement pour tous quand on prend en compte les complications, la morbidité associée à ces traitements-là. Ce qu'on a mis en place, c'est une étude multicentrique pan-canadienne pour essayer d'évaluer les valeurs et préférences des patients. Mais avant de commencer cette étude-là, c'est toujours une bonne pratique d'effectuer une étude pilote pour préparer cette étude-là. Puis c'est un peu l'étude, c'est un peu cette étape-là où on est rendu présentement. Fait que le but de notre étude pilote, ça va être d'évaluer le taux de recrutement, mais aussi de préparer les différentes étapes à la grande étude. L'étude pilote, c'est une étude prospective qui va avoir lieu à Hamilton puis à Sherbrooke. La première étape, ça va être de préparer les scénarios qu'on va proposer aux patients. C'est-à-dire que dans les scénarios, on va décrire chacune des 3 interventions ainsi que leurs complications potentielles. Dans le but de faire une mise à jour des complications, d'avoir les données les plus à jour, on a actuellement 2 méta-analyses en cours qui vont servir à la mise à jour des scénarios, mais aussi à l'update des lignes directrices canadiennes qui devraient être publiées en 2021. On va piloter ces scénarios-là d'abord auprès de 15 à 20 patients de groupes partenaires, dont Kidney Cancer Canada. Puis j'aimerais vous remercier d'ailleurs de cette participation. Une fois les scénarios bien construits, on va les tester auprès de 10 patients. Le déroulement des scénarios de l'entrevue va être en 4 étapes. La première, une collecte de données démographique. La deuxième, on va proposer on va décrire et proposer au patient soit la chirurgie versus l'ablation thermique. On va lui demander de choisir un traitement entre les deux. Par la suite, on va comparer ce traitement choisi-là à la surveillance active, puis on va faire l'exercice de l'équivalence, qui est là qu'on va établir des valeurs et préférences du patient. Cet exercice-là va être pour l'étude pilote, faite auprès de 10 patients, puis on va utiliser une approche ping-pong pour essayer d'établir les limites. Qu'est-ce que ça veut dire en bout de ligne? Bien, on va proposer au patient d'abord, est-ce qu'il serait prêt à choisir encore la surveillance active versus son traitement actif si les chances de mortalité à 5 ans étaient plus élevées avec la surveillance de 1 sur 1000? S'il accepte le traitement, même s'il y a cette limite-là le plus bas, puis à ce moment-là, on arrête l'exercice, puis on dit que le patient a un threshold inférieur à 1 sur 1000. À l'inverse, le threshold du moins, la limite la plus élevée qu'on dit qui est acceptable, pour l'instant, on pense que c'est 10%. Fait que si le patient à 10% accepte quand même la surveillance active, on dit que ce patient-là accepte un risque plus élevé, puis on termine l'exercice. Puis on va ainsi de suite avec des approches ping-pong pour déterminer exactement c'est quoi le pourcentage de risque que le patient est capable d'accepter. Une fois qu'on a établi notre étude pilote, en bout de ligne, on pense que ça va nous servir de tremplin pour notre étude multicentrique. On a déjà 9 centres, en fait 10 centres maintenant qui ont accepté d'y participer. On est toujours en recherche de financement pour l'étude pilote, mais on va quand même de l'avant. Puis on espère obtenir un financement bientôt pour pouvoir procéder avec l'étude pilote pour les étapes subséquentes. On prévoit appliquer aux instituts canadiennes pour un grant au printemps ou encore à l'automne 2021 selon la progression de l'étude. Puis je pense vraiment que c'est une étude qui n'a jamais été faite, qui est très intéressante, vraiment axée pour le patient et qui va nous permettre de mieux informer les outils d'aide à la décision, puis surtout de mieux adapter les lignes directrices vraiment à la réalité du patient plutôt qu'à ce que le médecin pense qu'il devrait être la réalité du patient. Et je vais juste prendre aussi 2 secondes pour dire que Kidney Cancer Canada a vraiment été très généreux envers moi.
En plus de supporter l'étude que je viens de vous présenter, là, ils ont financièrement supporté l'étude pilote de l'étude socratique, qui est une étude qui compare la surveillance active à la chirurgie pour les gens avec des kystes rénaux complexes. Puis grâce à leur étude, grâce à leur support financier pour l'étude pilote, là, je suis fier de dire que cette étude-là de grande envergure maintenant a été financée par les IRSC puis est présentement en cours dans 10 centres pan-canadiens. Merci beaucoup. Merci, Dr. Richard. Alors, on va passer maintenant à la présentation de Dr. Sandra Turcotte. Dr. Sandra Turcotte est professeure agrégée au département de chimie et biochimie à l'Université de Moncton et chercheur en résidence à l'Institut Atlantique de recherche sur le cancer. Alors, je vais vous donner... Parfait. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui. OK. Donc, bonjour. Merci. Je vais réitérer un peu ce que Dr. Patrick Richard a dit. Donc, je vous remercie de l'invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir. C'est la première fois que je participe à un forum de patients. Donc, j'apprends beaucoup de nouvelles choses. Donc, comme vous avez vu, moi, je suis professeure en biochimie et en biologie moléculaire. Donc, c'est un environnement qui est un peu différent. Et mon laboratoire se concentre exclusivement sur la recherche sur le cancer du rein depuis plusieurs années. Donc, ça me fait plaisir de participer au réseau canadien du cancer du rein là, avec plusieurs cliniciens. Donc, ça nous permet beaucoup de mettre nos études qu'on fait en laboratoire en contexte avec les cliniciens et aussi avec les patients, de partager nos connaissances avec les patients. Puis des fois, ça nous rappelle, ça nous met des choses bien en évidence là, par rapport à ce qu'on fait qui nous semble des fois peut-être plus abstrait. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voyez bien? Oui? Oui, on voit bien. Oui. OK, donc c'est pour ça un peu que j'ai très peu de diapositives à vous montrer aujourd'hui. J'ai placé beaucoup de petits schémas ici et là, donc un avec un casse-tête là, pour essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on essaie de faire au niveau de comprendre la biologie et la génétique des tumeurs rénales afin d'améliorer les traitements. On travaille sur différents points de vue, mais particulièrement sur être capable d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques dans les cellules pour justement développer des nouveaux traitements ou améliorer ceux qui sont présentement utilisés. Donc, moi, je suis située à l'Université de Moncton, au Centre de médecine de précision. Là, on vient juste de déménager dans ce building. J'ai été auparavant avec le CHUM. Donc, c'est un milieu qui était connu pour moi. Notre laboratoire s'intéresse au cancer du rein à cellules claires. Donc, on a un petit peu entendu parler là, dans la présentation précédente là, au niveau de la patiente, Madame Lavallée. C'est le cancer du rein qui est le plus souvent diagnostiqué. Là, donc, on s'intéresse à ce type-là, mais plus particulièrement aux mutations qui ont été identifiées au cours des dernières années grâce au développement des approches thérapeutiques ou des approches technologiques, devrais-je dire, comme le séquençage. Donc, il y a différentes mutations là, que vous pouvez voir qui ont été identifiées avec leur fréquence. Et une qui revient régulièrement ou couramment, c'est des mutations qui affectent le gène VHL ou von Hippel-Lindau. Donc, dans 75 à 80% des cas, et nous, on s'intéresse à ces mutations-là. On remarque aussi avec les dernières études, grâce aux échantillons de patients et au séquençage, que les mutations qui surviennent sur ce gène-là se produisent de façon précoce dans le développement de la tumeur. Et je vous ai placé en haut à droite, donc en fait, les traitements qui sont présents, que vous connaissez sans doute, là, qui sont présentement utilisés pour traiter le cancer du rein. Nous, notre approche, disons, au laboratoire, ce qu'on essaie de trouver, c'est justement, est-ce qu'on serait capable de cibler les cellules qui deviennent mutées pour VHL? Donc, le gène est inactif. Donc, c'est ces cellules qui deviennent cancéreuses du rein. Et est-ce qu'on pourrait cibler ces cellules-là pour les éliminer? Puis ça réduirait un peu les effets secondaires des traitements. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on se concentre. Et aussi à comprendre donc tous les événements moléculaires qui peuvent se produire lorsque le gène VHL cesse de fonctionner et que la cellule devient cancéreuse.
Donc, j'ai choisi de vous montrer un exemple aujourd'hui concernant des petites molécules ou des drogues qu'on utilise. Donc, en fait, on en a une nommée ici, là, STF. C'est une drogue qui n'est pas en clinique, là, mais qu'on a pu trouver au fil des années, qu'on a pu trouver pendant que j'ai fait mon stage postdoctoral, mais que j'ai continué d'investiguer par la suite parce qu'elle me semblait intéressante. Donc, cette petite molécule-là a la capacité donc d'induire la mortalité des cellules qui sont mutées pour VHL. La courbe qui est en orange, disons orange-jaune, là, alors que les mêmes cellules que le gène VHL est fonctionnel sont peu affectées par cette molécule-là. Donc, on trouve ça d'intérêt. On a également regardé au niveau d'autres types de cellules cancéreuses, que ce soit du poumon, du côlon, du pancréas ou de la prostate, et on voyait quand même peu d'effets de cette molécule-là, nous laissant supposer que c'était assez spécifique donc pour les cellules qui ont la mutation VHL et les cellules cancéreuses du rein. Comme je vous ai dit, on travaille avec beaucoup des cellules en culture. Donc, ce que vous pouvez voir, je crois, à droite, c'est justement une image de nos cellules au microscope. Donc, celles qui n'ont pas de VHL et celles qui en ont. Et lorsqu'on les traite justement avec cette petite molécule-là, on peut voir là, un différent phénotype des cellules qui grossissent au fur et à mesure que le temps, que la petite molécule est en contact avec les cellules. Et ici, donc, je vous ai placé, je pense, une belle image là, de point d'interrogation qu'on a depuis qu'on a eu qu'on a toujours comme chercheur là, au cours des années. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette molécule-là lorsqu'on traite nos cellules? Qu'est-ce qui arrive à nos cellules? Donc, ça fait les IRSC, on a eu la chance d'avoir du financement des IRSC justement pour continuer d'investiguer le mécanisme de cette molécule-là. Et on s'est penché au niveau des lysosomes. C'est loin, là, c'est dans la biologie moléculaire, de la biologie cellulaire, mais c'est juste en fait qu'on voit ici en rouge, en microscopie, cette fois en fluorescence. Donc, on arrive à les marquer dans les cellules et on a trouvé que ce sont ces petits organelles-là qui sont affectés par la molécule et qu'en fait, leur niveau diminue dans les cellules qui n'ont pas de VHL comparativement aux autres cellules. Donc, ce que nos résultats nous donnent, c'est qu'en fait, on serait capable de cibler les lysosomes avec notre petite molécule, soit pour diminuer la résistance à certains traitements ou encore comme nouvelle approche là, pour le cancer du rein. Évidemment, on n'est pas en essai clinique, on a besoin de continuer à prouver nos résultats de façon plus en recherche plus clinique. Donc, pour l'instant, on a utilisé d'autres petites molécules qui affectent une protéine précise des lysosomes et on voit le même effet, donc ce qui nous semble très prometteur. Et puis, on continue nos demandes de financement avec ceci. Et présentement, on collabore aussi notamment avec le Dr Patrick Richard, puis aussi avec Dr Simon Tanguay et avec Dr Yasser Riazal Hosseini à McGill pour l'obtention d'échantillons cliniques qui nous permettent d'aller continuer de valider nos résultats dans les échantillons de patients pour voir donc les niveaux de ces protéines-là, d'expression, et voir ce qui serait possible de faire et de continuer d'investiguer notre approche qu'on semble intéressante au niveau du cancer du rein. Donc, évidemment, je ne fais pas ça toute seule. Là. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs collaborateurs et il y a aussi les membres de mon laboratoire. Ici, je vous ai placé une figure de Stewie qui a traversé le Canada, que vous savez peut-être, là, qui est avec Cancer du rein Canada. Donc, il est arrêté à Moncton dans notre laboratoire et on a eu la chance d'entendre son histoire et je pense que pour les étudiants, c'était très inspirant de voir ça et je pense que tout ceci était vraiment d'une belle importance. Donc, je vais m'arrêter ici, puis voilà. Merci beaucoup, Dr. Turcotte. Et maintenant, on va passer au Dr. Bertrand Routy. Alors, je vais juste, un instant. Alors, Dr. Bertrand Routy, professeur adjoint en hémato-oncologie et directeur scientifique du laboratoire d'immunothérapie et d'oncomicrobiome du Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Dr. Routy, bienvenue. Oui, bonjour, bienvenue à tous. Là, vous voyez mon écran?
Pas encore? Voulez-vous que je renvoie l'invitation? Oui, s'il vous plaît. OK, un instant. Ce ne sera pas long. OK, notre premier. D'accord, c'est envoyé. Oui, Là, ça ça devrait marche. être bon, non? Oui. Parfait. Bonjour. Bienvenue à tous. Bertrand Routy, hémato-oncologue au CHUM à Montréal. Et vous allez voir mon intérêt de mon laboratoire et de mon équipe tout particulier pour le microbiome et pour faire suite un petit peu à ce que la patiente tout à l'heure a dit, ce que les patients pourraient faire pour aider la médecine et les traitements à être encore plus efficaces. Donc, on va discuter aujourd'hui du microbiome intestinal, de la nutrition et de l'immunothérapie en cancer du rein. Donc, je dois vous dire que je travaille avec beaucoup de compagnies différentes. Donc, là, la première question qu'on peut se poser, et si vous vous souvenez dans vos cours d'histoire, quand vous étiez à l'école, Louis XIV se réveillait donc à 8h30, donc il aimait bien dormir. Et les gens venaient le regarder, en fait, aller aux toilettes le matin. Et ces médecins qui sont ici, son chirurgien et son médecin, regardaient les selles de Louis XIV et lui disaient ah, aujourd'hui, vous allez avoir une bonne journée, aujourd'hui, une moins bonne journée. Dépendamment de l'aspect de ces selles, on changeait la nutrition du roi Soleil. Et la question, c'est pourquoi ça a pris 300 ans à ce que la médecine moderne s'intéresse aux selles et au microbiome. Et on va un petit peu essayer de revoir pourquoi. Parce que vous allez voir que moi, donc après avoir étudié au Canada, j'ai étudié en France. Et ça a été très compliqué d'étudier le microbiome des patients qui avaient le cancer. Donc, comme on vous en a parlé, le cancer du rein et l'immunothérapie a complètement révolutionné la prise en charge des patients qui ont une maladie métastatique, donc où la maladie n'est plus que dans le rein, mais à distance des reins, et en réactivant le système immunitaire qui va aller manger la tumeur, on est capable maintenant d'augmenter l'espérance de vie de ces patients. Toutefois, il faut faire mieux et plusieurs groupes de recherche essaient d'étudier les différents mécanismes de résistance ou pourquoi l'immunothérapie ne fonctionnerait pas. Et d'une façon très surprenante, je vais vous montrer pourquoi le microbiome intestinal, donc les bactéries dans votre tube digestif, pourraient être responsables de cette non-activité de l'immunothérapie. Donc, déjà, en médecine, et Louis Pasteur nous a rappelé que la médecine moderne s'est probablement trop intéressée aux pathogènes, c'est-à-dire les mauvaises bactéries. Donc oui, en médecine, nous, ce qui nous intéressait au début, c'était les bactéries qui allaient entraîner des infections, des cellulites et éventuellement tuer les patients. C'est pour ça qu'on a donné des tonnes d'antibiotiques. On disait qu'il fallait se laver les mains, ou on le dit toujours, surtout avec le Covid. Mais la question, c'est qu'on a probablement oublié les millions, voire 10 exposants 13 bactéries qui se forment et qui sont présentes dans votre tube digestif et qui sont en fait des bonnes bactéries, puisque ces bactéries vous aident à digérer, vous aident à faire des vitamines et surtout aident votre système immunitaire à être en bonne santé. Et juste pour vous rappeler qu'on est couvert de bactéries, ça c'est une boîte de pétri, donc où on fait des bactéries, et ça c'est les lèvres de mon fils. On a fait un petit exercice à la maison. Je dis d'embrasser la boîte de bactéries et vous voyez qu'elle est couverte de la boîte de pétri, vous voyez qu'elle est couverte de bactéries. C'était juste pour lui rappeler et vous montrer qu'il y a des bactéries de partout et celles-ci sont des bonnes bactéries. Et vous en avez peut-être probablement entendu parler dans les journaux, mais le microbiome intestinal, qui est devenu presque le deuxième cerveau,
est associé à plusieurs maladies, la dépression, la sclérose en plaques, l'obésité, la maladie inflammatoire de l'intestin. Mais qu'est-ce qu'il en est du cancer? Donc, notre groupe a contribué de façon assez significative à montrer que le microbiome était très important pour la réponse à l'immunothérapie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des expériences dans les souris. Vous mettez des tumeurs et vous injectez de l'immunothérapie. Et là, sans être scientifique, vous voyez très bien que les deux courbes sont très différentes. Ici, en noir, c'est les courbes traitées par immunothérapie. Ça, c'est les tailles des tumeurs, vous voyez, qui sont très petites. Et si vous ne mettez pas d'immunothérapie, les tumeurs sont très grandes. Dans une cage à côté, quand vous faites la même expérience, mais en plus, vous mettez des antibiotiques, vous voyez que donc, en tuant les bonnes bactéries, vous perdez l'efficacité de l'immunothérapie, puisque là, il n'y a absolument aucune différence. Donc, quand on a fait ces expériences, on s'est demandé qu'est-ce qu'il en est pour nos patients qui ont le cancer du rein, le cancer du poumon et d'autres cancers. Et ici, c'est la courbe que pour les patients cancer du rein. Vous voyez que ceux qui ont pris des antibiotiques avant de débuter leur immunothérapie meurent plus rapidement. Et cette observation a été validée dans plus de 10 000 patients. Et maintenant, les antibiotiques sont considérés comme un facteur de risque négatif pour les patients qui débutent de l'immunothérapie. Encore une fois, il faut faire très attention. Et si votre médecin vous prescrit des antibiotiques parce qu'il pense que vous avez une infection ou il a une suspicion très importante ou une preuve d'infection, il faut prendre les antibiotiques. Mais ici, ce qu'on veut dire, ce qu'on veut montrer, c'est que les antibiotiques sont donnés sans preuve d'infection, juste en disant oh, vous allez aller mieux avec des antibiotiques, c'est faux et il faut éviter parce que ça abîme votre microbiome. On vient de publier 2 papiers qui montrent comment ça modifie le microbiome. Puisqu'en effet, plusieurs groupes dans notre groupe ont séquencé, donc analysé le microbiome des patients traités par immunothérapie. Puis ici, vous voyez dans le cancer du rein, RCC, plus on a de diversité, donc plus vous avez de bactéries au début, plus vous répondez à l'immunothérapie. Et la même chose dans un groupe américain. Et de façon intéressante, certaines bactéries du tube digestif, dont l'Akkermansia muciniphylla, sont associées à la réponse à l'immunothérapie. Donc, notre groupe ici à Montréal collabore dans une grande étude internationale afin de séquencer le microbiome des patients qui ont un cancer du rein et un cancer du poumon. Donc, on utilise plusieurs techniques de séquençage. On utilise des modèles de souris que je vais vous montrer tout à l'heure, où ça, c'est des souris bulles, où là, c'est des souris qui n'ont pas de bactéries. On cultive aussi les selles des patients et on séquence les tumeurs tout en collaborant avec un groupe d'intelligence artificielle. Mais au-delà de pouvoir prédire la réponse à l'immunothérapie avec le microbiome, notre groupe POCHUM est en train de tester plusieurs études cliniques afin de modifier le microbiome. Donc, je vais vous montrer 2 études en cours. Puis, une prochaine fois, si vous avez des questions, vous pouvez trouver mon email là, de partout sur Google, où on est capable maintenant de modifier le microbiome des patients qui ont un cancer. Donc, tout ça, et encore une fois, tout ça est grâce à Kidney Cancer Research Society Network qui nous a donné cette première grante, qui était ma première grante que j'ai reçue quand je suis arrivé à Montréal il y a 2 ans et demi. Donc, dans des souris, donc on prend des souris, on leur met une tumeur du rein, donc on ouvre la souris, on injecte la tumeur dans le rein et on donne les selles de patients qui ont reçu un diagnostic de cancer du rein traité par immunothérapie et des patients qui ne répondent pas. Donc, vous voyez ici que si vous donnez donc vous humanisez le microbiome des souris, vous leur mettez des tumeurs, vous les traitez par immunothérapie, anti-PD1, CTLA4, qui est maintenant notre standard of care, et vous voyez qu'il n'y a pas de différence dans les tumeurs. Mais si on change le microbiome de ces souris en rajoutant les selles d'un deuxième patient qui, lui, est en réponse complète, dont l'immunothérapie a fonctionné, vous voyez qu'on est capable de diminuer les tailles tumorales. Et donc, on est en train de faire exactement la même chose dans une première phase dans les patients qui ont un mélanome, donc un cancer de la peau métastatique, où avant de débuter leur immunothérapie, on leur donne des capsules de donneurs sains qui n'ont pas de cancer et qui ont un bon microbiome qu'on a analysé avant, et les patients débutent par la suite leur microbiome. On a inclus 6 patients dans cette étude sur les 20 et les résultats préliminaires sont très encourageants et on montre vraiment qu'on est capable de changer le microbiome. De la même façon, qu'est-ce que les patients pourraient faire pour aider l'immunothérapie? Donc ça, c'est des projets de recherche là, qui sont non publiés et qui vous avez vraiment en avant-première puisqu'ils ont été présentés la semaine passée à un comité scientifique. On a regardé la diète chez les patients traités par immunothérapie. Et vous voyez ici, en rouge, c'est les patients qui mangent beaucoup de fibres.
Et j'imagine que vous n'avez pas l'habitude de voir ces courbes, mais ce qu'on veut voir, c'est quand la courbe descend, c'est un patient qui progresse. Donc, plus la courbe est haute, mieux c'est. Et vous voyez que ceux qui mangent beaucoup de fibres, ben, ils répondent beaucoup mieux à l'immunothérapie. Et après, on a regardé les selles des patients, donc des patients ici qui mangent beaucoup de fibres et ceux qui ne mangent pas beaucoup de fibres. Et on remarque que certaines bonnes bactéries sont associées aux patients qui mangent des fibres. Donc, la question que vous allez me poser, c'est, Dr Routy, qu'est-ce que je dois manger pour guérir de mon cancer du rein? La triste réalité, c'est qu'en 2020, je n'ai pas grand-chose de scientifique à vous conseiller, à part d'avoir une alimentation équilibrée, de faire de l'exercice, de ne pas être obèse et de ne pas fumer. Mais malheureusement, et je dois vous admettre que tous les livres que vous pouvez lire, toutes les publicités ne sont pas basés sur des vraies preuves scientifiques, au moins en immunologie du cancer du rein et la réponse à l'immunothérapie. Donc actuellement, aujourd'hui, il n'y a pas de preuve formelle que de manger des baies d'Amazonie cueillies par des singes qui valent une fortune vont vous aider. Et il y a même plusieurs preuves qui montrent que les probiotiques, donc les produits, les bactéries que vous pouvez acheter à l'épicerie ou chez Jean Coutu ou dans d'autres pharmacies, aggraveraient la réponse à l'immunothérapie, donc diminueraient son efficacité. Et aussi, il faut faire très attention avec ces probiotiques, puisque vous savez que Santé Canada, oui, c'est accepté, mais ce n'est pas réglementé. Ça veut dire que Santé Canada ne va pas voir exactement ce qu'il y a dans ces produits. Et certains, malheureusement, montrent ici que les bactéries ne sont pas, en fait, pas dans ces produits et c'est probablement que du lait. Et donc, vous donnez votre argent à des gens qui bénéficient de ça. Donc, en 2020, malheureusement, en oncologie, il n'y a pas de preuve formelle que la prise de probiotiques, même après la prise d'antibiotiques, est bénéfique. Des résultats préliminaires indiqueraient que ce serait encore même pire. Donc, en conclusion, la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a plein de nouvelles choses qui existent pour les patients avec un cancer du rein métastatique, l'immunothérapie, seule, combinée avec une autre immunothérapie ou avec des tyrosines kinases. Mais toutefois, en tant que médecin, il faut mieux faire, il faut qu'on guérisse tout le monde. Et notre groupe a décidé d'analyser le microbiome intestinal. Donc, on est en train, à Montréal, à Hamilton, en France, au Japon, de collecter les selles des patients pour développer des marqueurs de prédiction de la réponse. Et à Montréal, au CHUM, mais dans d'autres hôpitaux aussi, vous allez voir, vous allez entendre beaucoup plus parler dans les 6 prochains mois parce que beaucoup d'études sont en cours. On est capable de modifier ou on travaille sur des techniques, des stratégies pour modifier le microbiome, pour augmenter l'efficacité de l'immunothérapie. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut manger? Nos résultats sont encourageants sur la diète riche en fibres, mais il faut valider ça dans des grandes cohortes de patients. Donc, à ce jour, la seule chose que je peux vous conseiller, c'est suivre le guide d'alimentation de Santé Canada et manger sainement. Donc, bien sûr, ce travail, c'est une équipe entière. On est 12 dans mon laboratoire à travailler acharnément. Et on remercie encore une fois Kidney Cancer Canada pour tout leur support. Merci beaucoup. Merci, Dr. Routy. C'est très intéressant. Là, on est un peu en retard. Je pense qu'on va juste prendre les questions, Hélène, qui sont par les patients. Oui, la question peut s'adresser à un des trois. On parle de, est-ce qu'il y a un test génétique du cancer du rein? Est-ce qu'il y a une prise de sang ou c'est seulement une biopsie? Par biopsie. Est-ce que Dr. Richard ou Dr. Turcotte sont encore là? Ben donc, malheureusement, il n'y a pas de prise de sang encore dans le cancer du rein. Il faut une validation pathologique, donc un morceau pour que le pathologiste puisse voir. Il y a beaucoup d'efforts sur le ctDNA, c'est l'ADN circulant dans plusieurs cancers, mais malheureusement, on n'y est pas encore. Donc, aujourd'hui, la biopsie reste le standard of care, ou l'étude pathologique reste le standard of care. Merci, Dr. Routy. Puis, on demande aussi, c'est par rapport à votre étude, Dr. Routy, quels sont les critères pour l'immunothérapie?
Donc, en cancer du rein, en 2020, donc c'est remboursé par le gouvernement. Donc, il faut avoir une maladie métastatique, donc là où la maladie n'est plus opérable et à cellules claires. Et sinon, je vous conseille de demander à votre oncologue une référence au CHUM. Mes collègues, le docteur Soulière, a plusieurs études en cours pour aussi les non-cellules claires. Et donc, l'immunothérapie dans la maladie métastatique est vraiment le backbone ou le traitement donné, approuvé, remboursé ou accepté au Canada. OK. Merci à tous. Merci beaucoup pour ces projets, ces présentations de projets super intéressants. Je pense que ça donne beaucoup d'espoir pour les patients. On va prendre 5 minutes de pause, puis on va y aller à notre prochain panel. Alors, on revient dans 5 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci, Dr. Turcotte. Merci.